L'idée ce soir, c'était d'avoir justement un échange autour des métiers et des carrières dans les organisations internationales. On aura avec nous ce soir deux personnes, donc Aïcha Nono, qui est Senior Investment Officer à la Banque africaine de développement, et Houda Karafli, qui vient de rejoindre le YPP de la Banque mondiale, qui se joindra à nous un petit peu plus tard dans la conversation, qui a eu, je crois, un imprévu qui fait que malheureusement, elle ne pourra pas nous rejoindre à l'heure convenue. Merci en tout cas à vous tous d'être là. On est toujours ravis de vous compter aussi nombreux pour ces moments de partage. L'idée de cette séance, c'est qu'elle soit évidemment la plus interactive possible. Donc, j'aurai sans doute quelques questions de départ pour amorcer la conversation avec toi, Aïcha. Mais l'idée, c'est vraiment de profiter de cet instant, et je le dis notamment à ceux qui sont encore étudiants, sans doute, pour poser toutes les questions que vous pouvez avoir, notamment sur la façon de structurer des choix de carrière ou de rentrer un petit peu dans ces organisations. Alors, Aïcha, je te laisse peut-être te présenter en quelques mots. Oui, merci Aguilès. Bonsoir à tout le monde. Alors, donc, je m'appelle Aïcha Nono, je suis Senior Investment Officer au sein de la division en fait, qui s'occupe du financement du secteur privé, mais sur les projets transport. Et j'ai été Young Professional au sein de la Banque africaine de développement il y a de 2018 à 2020, avant de devenir Senior Investment Officer. Donc, je suis très heureuse d'être là parmi vous aujourd'hui et de pouvoir échanger sur les carrières au sein des organismes internationaux et plus particulièrement au sein de la BAD. Donc, voilà. Alors, Aïcha, je sais que tu nous as peut-être prévu euh, quelques slides d'introduction parce qu'effectivement, tu voulais donner un petit peu de contexte, notamment par rapport à la BAD. Mais peut-être qu'avant qu'on rentre tout de suite dans ces slides, tu pourrais nous revenir en quelques mots sur ton parcours. Qu'est-ce que tu as fait à Sciences Po? Qu'est-ce que tu as fait éventuellement après? Et à quel moment, en fait, à quel moment de la construction de ton parcours tu es arrivé à la BAD avant de peut-être rentrer ensuite directement dans la petite présentation que tu nous as préparée. Oui, 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 en effet, il n'y a pas de souci. On peut déjà commencer par mon parcours. Donc, moi, j'ai un parcours, on va dire, assez varié parce qu'à la base, je suis ingénieure. Donc, je suis ingénieure en mathématiques appliquées et informatique. Et au sein de ma dernière année d'école d'ingénieur, donc, j'étais admissible à Sciences Po. Donc, c'était un parcours double diplôme. Et je suis arrivée à Sciences Po pour faire un master finance et stratégie. Donc, à l'issue de mon master finance et stratégie, je suis allée dans le monde du conseil, donc le conseil en stratégie et opération, dans lequel je suis restée 6 ans. Donc, j'ai fait 2 cabinets, Code Salmon et PwC. Mhm. Et au bout des 6 ans, j'ai été prise au sein du programme des jeunes professionnels de la BAD. Donc, ça, c'était en 2018. Donc, je suis arrivée à Abidjan. Donc, avant, j'étais à Paris. Et à l'issue de mon programme, j'ai fait 2 ans et demi au sein du programme des jeunes professionnels. Donc, j'ai été prise comme senior investment officer au sein donc, du département transport, secteur privé. D'accord. Alors, je crois que Ouda nous a rejoint. Je ne sais pas si c'est la bonne, je suppose que oui. Ouda, si tu nous as rejoint, est-ce que tu veux bien allumer ta caméra et ton micro pour que tu puisses joindre la conversation avec nous? Mais en attendant, peut-être que du coup, Aïcha, tu peux justement nous donner ce cadre autour de la BAD dont tu parlais, maintenant qu'on comprend mieux un petit peu quel a été ton background. Oui, exactement. Alors, c'était important pour moi de juste recadrer un peu les choses et de présenter aussi la BAD, hein, parce que je sais que généralement, tout le monde connaît la Banque mondiale, l'ONU, etc., mais peut-être un peu moins la BAD. Donc, c'était important pour moi de juste faire une petite présentation rapide de la BAD et finalement, quels sont les produits qu'on offre. Donc la BAD, en fait, est une des premières institutions de développement financière en Afrique et est composée en fait de 3 entités légalement et financièrement séparées. Donc, il y a la BAD qui est concrètement la banque qui a 81 pays membres donc, qui font partie de l'actionnariat. Donc, les 54 pays africains qui ont 60% de l'actionnariat et les 27 pays non africains, dont les États-Unis, la France, l'Allemagne, le Japon, la Chine.
et j'en passe. Donc, il y a le Fonds africain de développement, qui est un fonds en fait qui est dédié plus sur des financements concessionnels. Donc, qui dit financement concessionnel, c'est plus des financements vraiment avec des taux d'intérêt très, très bas. Donc, là, on est sur de l'ordre de 1% et qui vise vraiment des pays, on va dire, à low income countries. Je n'ai pas de terme en français, mais en fait, c'est des pays à bas revenus. Voilà. Donc là, on est vraiment sur des pays à bas revenus et ce fonds est vraiment dédié à ces pays-là. Et il y a aussi le NTF, donc le Nigeria Transfer, qui aussi est de même que l'EDF, basé vraiment focalisé sur des pays à faible revenu et qui était apprévisionné par le Nigeria. Donc voilà, donc je voulais juste revenir donc, sur ce cadre-là, parler de la stratégie de là-bas. Donc notre stratégie est vraiment focalisée sur les high fives. Donc qui dit en fait tous nos projets doivent impacter au moins un de ces 5 secteurs. Donc tout ce qui est énergie, Light Up and Power Africa, Feed Africa, donc agriculture, industrialisation de l'Afrique, intégration de l'Afrique. Comme vous le savez, ça c'est vraiment un problème très très important en Afrique en termes d'intégration régionale et sur-régionale et aussi amélioration de la vie des Africains. Pour mettre en place donc, ces stratégies, on a plusieurs outils en place. Donc, on a les produits de prêt, évidemment, donc les produits de garantie, les prises de participation dans des entreprises, du trade finance, des produits en fait, de gestion du risque, de l'assistance technique. On fait aussi beaucoup d'assistance technique pour renforcer la capacité humaine des entreprises. Et on est aussi, comment dire, on gère aussi d'autres fonds, donc Africa 50, le Fonds africain de garantie, etc., qui sont des fonds, alors pas qu'on gère forcément, mais dans lesquels on est actionnaire et souvent actionnaire majoritaire. Alors, dernière slide avant d'arriver à la slide qui, je pense, va intéresser le plus le monde, à savoir celle de comment fait-on pour rejoindre la BAD. Je voulais juste avoir un petit récap des projets qu'on fait au niveau de ma division à moi. Je n'ai pas pris des projets au sein de toutes les divisions, mais je voulais vraiment focaliser sur les projets de la division transport et plus spécifiquement secteur privé. Donc, j'ai mis une panoplie de projets, mais par exemple, pour ceux qui sont déjà partis au Sénégal, à Dakar, et pour les Sénégalais, j'imagine que vous avez pris l'autoroute Dakar-Diamniadio. Donc, ça, c'est un projet financé par la BAD. Le nouvel aéroport aussi de Dakar, qui est aussi financé par la BAD, ou aussi plusieurs ports, dont le port de Lomé, qui, bon, là, c'est plutôt un accompagnement, c'est une partie spécifique. Hein, donc, le terminal à conteneurs du port de Lomé, par exemple, ou celui de Ouendo au Gabon. Et enfin, donc comment rejoindre la BAD? Alors, j'ai séparé en 3 parties. Hein. Donc, je pense que bon, la première, la voie, à mon sens, la plus facile, si je peux dire ça comme ça, ou en tout cas, je trouve la plus intéressante, c'est de rejoindre en tant que young professional. Pourquoi? Parce que quand on a moins de 32 ans, je trouve que c'est peut-être la meilleure manière de rentrer dans un organisme international, surtout si on n'a pas eu l'occasion de travailler dans un organisme international avant, comme moi, par exemple, parce que je viens du secteur privé et entre le secteur privé et on va dire le monde des organismes internationaux, il y a, comment dire, on va dire que c'est très différent, disons ça comme ça. Et je trouve que c'est plus intéressant d'entrer en tant que young professional parce qu'en fait, on a le temps, pendant 2 à 3 ans, de passer par plusieurs départements et de pouvoir en fait comprendre comment l'institution marche, de comprendre aussi la manière de réfléchir. Je pense que Oula reviendra dessus certainement aussi. Mais bon, moi, je trouve que c'était clé. Je pense que si j'étais entrée d'une autre manière, ça aurait été un peu plus difficile, alors que là, en fait, on m'a vraiment donné le temps de comprendre l'institution et comme j'ai dit, hein, la manière de faire les processus, parce que c'est vraiment très différent du secteur privé.
Donc, ça, c'est un premier volet. Le deuxième volet, c'est les stages et surtout la consultance. Donc, ça, c'est très important parce que c'est très développé dans les organismes internationaux. Il y a beaucoup de postes de consultants qui sont ouverts, ce qui est peut-être moins vrai dans le secteur privé, ou en tout cas dans le secteur privé, il y a plus de cabinets de conseil en fait. Alors que là, en fait, je parle vraiment de consultants individuels. Donc c'est vraiment très important si on veut rejoindre un organisme international de regarder aussi les postes de consultants individuels parce que au final, ça peut être une première porte pour entrer plus tard dans l'institution. Donc, le fait de commencer en tant que consultant pendant 6 mois, 1 an ou 2 ans, finalement, facilite l'entrée plus tard pour avoir un poste de staff qui est évidemment le troisième pilier que j'ai présenté là. Donc, voilà. Donc, c'était la petite présentation que je voulais faire pour poser les bases à Gilles. Bah, écoute, merci beaucoup. Je pense que c'était très clair et surtout, ça appelle à beaucoup de questions. Alors, peut-être pour commencer, je ne sais pas si tu veux garder les slides ou pas, ou que c'est comme tu préfères. Et je rappelle au public, hein, n'hésitez surtout pas, vous aussi, à poser vos questions dans le chat. On essaiera d'en prendre le plus possible. Tu nous as présenté un certain nombre de projets, alors dont je comprends qu'ils sont assez différents. Certains étaient peut-être plus liés à des infrastructures directement, d'autres peut-être, je pense notamment à Ethiopian Airlines, je suis passé rapidement dessus, mais je crois que c'était une prise de participation. Concrètement, est-ce que tu peux nous raconter de façon un peu résumée la vie d'un projet? Quelles sont les grandes étapes et de quelle façon est-ce que tu interviens? Alors, OK, donc, très bonne question. La vie d'un projet, donc, il faut savoir que au niveau, il y a deux processus. Hein. Donc, il y a la partie publique et la partie privée. Donc, au niveau de la BAD, on est vraiment mélangé. À la Banque mondiale, par exemple, c'est séparé. Donc, il y a AFC d'un côté, il y a la World Bank de l'autre. Et la World Bank s'occupe que de la partie publique. Et AFC, c'est vraiment la partie privée. Donc, moi, je suis dans la partie privée de la BAD. En ce qui concerne donc, cette partie privée, quelle est la vie d'un projet? Donc, on reçoit, par exemple, des demandes de financement de la part du secteur privé. Ça peut être, par exemple, une entreprise comme Ethiopian Airlines ou Air Côte d'Ivoire aussi, à qui on a fait un prêt, qui va nous demander une demande de financement. Cette demande de financement va être liée généralement à un plan de développement qu'ils ont mis en place. Nous, ce on va analyser dans une première partie, c'est vraiment est-ce que le projet a l'air d'être viable. Donc, viable économiquement, financièrement, ça c'est très important, surtout sur la partie privée. Et surtout, et ça c'est très, très, très important, c'est est-ce qu'il y a un apport en termes de développement. Donc, ça c'est vraiment la différence qu'il y a entre nous et une banque commerciale. Donc, il faut vraiment que le projet, en fait, qu'on puisse démontrer que le projet, en le mettant en place, va améliorer la vie des Africains, va améliorer, alors je vous ai parlé des I5, donc c'est l'intégration régionale, va améliorer la productivité de l'énergie, l'accessibilité à l'énergie en Afrique. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment la première étape. Donc, une fois qu'on est passé par cette étape qui est en fait, on va dire, la note de concept. Donc, on appelle ça chez nous la note de concept. Donc, on fait une note de concept pour expliquer globalement quel est le projet. On parle de la partie financière, économique et de développement. Une fois que c'est validé au niveau de nos conseils, là, on peut passer à la partie due diligence, en fait. Donc, on part plus dans le détail de l'évaluation du projet. Donc, là, on va, par exemple, faire appel à des cabinets de conseil qui vont venir nous soutenir pour faire une contre-analyse du plan, par exemple, parler le plan de développement d'Ethiopian Airlines. Donc, on va peut-être faire appel à un cabinet de conseil qui est spécialisé dans l'aéronautique et qui va aller voir est-ce que ça fait sens, en fait, s'ils disent qu'ils veulent acheter 5 avions dans les 3 prochaines années, est-ce que ça fait sens par rapport au marché en Afrique ou par rapport à leur marché sous-régional, exemple. Donc, on va faire ce type d'analyse. On va aussi faire une analyse environnementale et sociale. C'est très, très important. Savoir si est-ce que le projet va impacter sur le plan environnemental ou social les populations. Exemple de projet qui impacte de manière conséquente, c'est les routes. Par exemple, quand on fait des routes, il faut déplacer des populations, etc. Donc, ça, c'est
cette analyse, elle est vraiment clé parce il faut qu'on sache si, quelles sont les populations qui vont être impactées, est-ce qu'elles ont été indemnisées par l'État, etc., etc. Donc ça, c'est très important et c'est fait durant cette phase-là, donc de due diligence. Et donc, on fait une série d'analyses comme ça et à la fin, si on considère que le projet est suffisamment viable ou prêt à être présenté à notre board, bah, on l'amène au board et on le présente. Et c'est là qu'il est validé et que sous réserve de certaines conditions, on peut décaisser on peut faire le premier décaissement de prêt. D'accord, très clair. Et ce processus-là, alors je suppose que ça doit être variable, mais en règle générale, il s'inscrit dans un laps de temps de combien entre du coup l'origination de la demande et la concept note et le moment où vous finissez par décaisser les fonds? Alors, ça dépend aussi beaucoup du secteur. Par exemple, dans le secteur financier, donc le financement aux banques commerciales, ça peut prendre 6 mois à 9 mois. Là, au niveau transport, honnêtement, ça peut être au plus court 1 an, mais franchement, c'est très souvent 1 an et demi, 2 ans. Notamment à cause de la partie INS, en fait, c'est environnemental et social, parce que comme je l'ai dit, ça prend énormément de temps. Déjà pour faire l'analyse, en fait, de l'impact environnemental et social, et ensuite derrière pour mettre en place les MITI, il ne faut pas que je fasse du franc-anglais, pour mettre en place, oui, je crois qu'on dit mitigants, c'est ça en français? Je crois Donc, bien. c'est ça. Donc, voilà, donc pour les projets d'infrastructure, hein, de manière générale, ça prend beaucoup plus de temps, en fait, justement, notamment à cause de la partie environnementale et sociale. Et alors, comment tu as vécu ce changement de temporalité entre peut-être la durée de vie d'un projet à la BAD versus ce que tu faisais avant dans le conseil? Alors, très bonne question. En fait, avant, effectivement, pour être tout à fait honnête, le changement était, dans un premier temps, un peu compliqué pour moi parce que effectivement, le rythme est beaucoup plus lent. Mais en fait, même si ça a l'air d'être aussi lent que ça, finalement, on n'a pas, moi par exemple, dans mon portefeuille, j'ai plusieurs projets, pardon. Il y a des projets qui sont actifs, il y a des projets qui sont dormants, il y a des projets qui sont plus ou moins actifs, il y a des projets qui sont plus ou moins dormants. Et en fait, au final, en jonglant avec tous les projets de ce portefeuille, on réussit à avoir, on va dire, un rythme assez similaire au rythme que j'avais avant. D'autant plus qu'il y a aussi beaucoup de tâches liées à tout ce qui est business development, tu vois, genre tout ce qui est, on va vers le client, on essaie de structurer avec lui en amont sa proposition de projet, etc. Donc, il y a aussi toutes ces tâches-là qu'on rajoute en fait au portefeuille de projet qu'on a en fait et qui fait qu'au final, ça a réussi à s'équilibrer. Mais dans un premier temps, ce n'était pas forcément le cas. Donc, avant d'arriver à ce niveau-là, c'est vrai que c'était pas forcément évident pour moi. Mais une fois que j'ai trouvé le bon rythme, ça va beaucoup mieux. Alors, est-ce que tu peux peut-être revenir du coup sur ton expérience quand tu as rejoint la BAD dans le cadre du YPP? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui, de ton côté, t'a donné envie en fait, de rejoindre une organisation internationale? Comment se sont passés les process? Et ensuite, comment s'est passé le YPP? OK, très bien. Alors, pourquoi une organisation internationale? Déjà, tout simplement parce que je voulais rentrer en Afrique, je voulais avoir un métier qui soit plus en lien avec le développement du continent. Et j'avais entendu parler de ce programme 6 mois, 1 an avant, en fait, avant en fait, que je décide de rentrer en Afrique. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de candidater et je trouvais que c'était parfait. D'autant plus que quand j'étais en master finance à Sciences Po, je voulais vraiment travailler dans tout ce qui est project finance, etc. Mais à l'époque, je n'ai pas eu d'opportunité. Donc, c'était un excellent moyen pour moi de revenir vers mes premiers amours, si on peut dire ça comme ça. Ensuite, alors, c'était quoi ton autre question? C'était comment j'ai fait pour… Comment s'étaient passés les process de mémoire? Alors, le process était assez simple, hein, dans le sens où il fallait évidemment envoyer son CV, il fallait
remplir quelques essais. Donc, il nous avait posé une liste de questions, notamment attrait au leadership. En fait, il fallait démontrer qu'on avait, posé des actions de leadership fort. Il fallait montrer qu'on avait eu un impact. Alors, je ne vais pas dire un impact, il avait eu de l'expérience en Afrique. Voilà, des 3 ou 4 où il fallait parler de ça. Et ensuite, une fois que l'étude écrite a été faite, je crois que j'ai reçu au bout de 2 mois l'annonce de ma présélection. Et une fois que c'était fait, je devais la candidater et on s'est retrouvé 60 pour les euros. On est venu faire une journée à Lyon et on a essayé de faire un entretien de groupe et un entretien sur question leadership, ancienne expérience. Je dis ça parce que on peut souvent avoir peur que durant ce type d'entretien, on pose des questions très, très, très. Là, pour nous, ce n'était pas forcément le cas. Ou c'était le cas, mais ça l'est. Je crois que la communication que j'ai dit quand même pas mal. Est-ce que tu peux peut-être en arrêtant le partage d'écran, un peu plus de bande passante? Voilà. Voilà, espérons que ça se passe mieux. Et du coup, tu disais, pardon? Donc, je disais que oui, à l'issue de la journée de sélection à Abidjan, on nous a rappelé et on a sélectionné 30 sur les 60 qui avaient été sélectionnés pour cette journée-là, à venir passer des entretiens. Donc, voilà. Je sais que pour la promotion de cette année, parce qu'ils viennent à peine de nous annoncer les résultats de la nouvelle cohorte, ils en ont pris 35 et ils ont fait passer les entretiens en ligne du coup. Et voilà. Mais sinon, c'était à peu près le même processus. Beaucoup plus long parce qu'il y a eu le Covid qui est passé par là et qui les a beaucoup retardés. Moi, pour ma cohorte, c'était 4 mois. Ça a pris 4 mois au total. D'accord, ça allait plutôt rapidement en réalité. Oui, effectivement. Mais pour la nouvelle cohorte, ça n'a pas été le cas. Donc, D'accord. je ne Et, saurais. est-ce que du coup, il y a des dates d'ouverture et de fermeture? C'est un système qui est roulant? Comment ça se passe? Alors, je ne suis pas sûre d'avoir compris ta Pour question. pour les potentiels candidats intéressés, est-ce qu'il y a des périodes de l'année, du coup, il y a des appels à candidature dans un certain laps de temps? Ou alors, est-ce que l'expression d'intérêt peut se faire à n'importe quel moment? Non, en fait, c'est plus dans un certain laps de temps. En tout cas, historiquement, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire, ils attendent en fait qu'une cohorte finisse son programme avant de lancer un nouvel appel à candidature. D'accord. Donc, en moyenne, 2 ans, en fait. Parce que le programme, en réalité, ils disent 3 ans, mais le programme, il dure plutôt 2 ans et demi. Parce que, en fait, la dernière année, c'est plutôt une année de buffer, en fait. D'accord. Laisser le temps aux young professionnels de trouver un poste fixe. D'accord. Et alors, Mathilda demande si justement, si pendant les process, tu avais eu des case studies ou si c'était juste des entretiens de fit. Alors, si, il y avait un case study pour l'entretien de groupe. Et en fait, on nous demandait alors, comment dire, c'était un jeu de rôle, voilà. On était dans un jeu de rôle et on devait travailler sur un projet de financement et voilà. Donc, on devait être, par exemple, le responsable du risque ou le gouvernement, quelqu'un avait le rôle du gouvernement, ce genre de choses. Donc, oui, il y avait des cas studies. D'accord. Donc, un case study qui était notamment en groupe, très clair. Et du coup, comment ça s'est passé pour toi pendant ces 2 années? Quels sont un peu les postes que tu as occupés?
Alors, ça s'est très, très bien passé. Franchement, j'ai une super expérience. J'ai commencé par le département dans lequel je suis actuellement, donc transport secteur privé. Ensuite, je suis allée en fait au niveau des fonctions support. Donc, sur la partie, sur le département qui gère tout ce qui est délivré, Mhm. parce que j'avais besoin de mieux comprendre l'institution et la manière dont elle marchait. Donc, je suis allée au niveau des fonctions support. Après cela, je suis allée au risque. Je suis allée au département du risque. Ensuite, j'ai fait 2 mois au département du genre, où j'ai fait partie de l'organisation du Global Gender Summit de 2019 à Kigali. Ça aussi, c'était une super expérience. Et après ça, je suis allée au département de transport, mais là, plutôt partie publique, pour aussi comprendre comment ça se passait du côté public, en fait. Parce qu'à la fin de la journée, euh, la, le portefeuille de prêt de la BAD, 90% du portefeuille de prêt de la BAD, des prêts de la BAD, en fait, est focalisé sur les projets de la partie souveraine, en fait, donc la partie publique. Il n'y a que 10% en fait qui concerne la partie privée. Donc, je voulais aussi comprendre cette partie-là qui est en fait le cœur de métier de la BAD, en fait. Top. Alors, Et enfin, je suis revenue à mon département dans lequel je suis actuellement. top. Alors, je vois que Ouda nous a rejoint, du coup, en prenant un peu le train en marche. Du coup, Fanny nous expliquait un petit peu ce qu'avait été son expérience en fait de candidature au YPP de la BAD et la façon dont elle avait un peu fait la transition avec sa précédente carrière de consultante. Ouda, toi, du coup, tu viens de rejoindre la Banque mondiale. Est-ce que tu peux peut-être te présenter brièvement? Parce que l'idée pour nous, c'était aussi d'avoir différents niveaux de seniorité ce soir. Donc, est-ce que tu peux nous dire ce qu'il en est? Bien sûr, bonsoir à toutes et à tous. Ravie d'être parmi vous. Mes excuses pour le petit retard, j'étais à une autre réunion. Alors moi, de mon côté, je fais aussi partie du programme pour les jeunes professionnels qui s'appelle le Young Professionals Programme que Fanny a sûrement dû vous présenter pour la Banque africaine. Donc Alors, moi, de mon côté... Oui, non, mais exactement, exactement. oui, c'est ça. Alors moi, de mon côté, j'ai rejoint ce programme il y a quelques mois. Je ne sais pas si Ariles, on va avoir une question qui est spécifiquement dédiée aux différentes étapes du programme et la manière dont le recrutement se passe. Mais moi, en quelques mots, je travaille au sein de la division énergie, donc des projets qui soutiennent l'énergie renouvelable et la décarbonisation, et plus précisément pour la région Asie du Sud. Euh, et en fait, la manière dont mon recrutement s'est passé, c'est que j'ai postulé au programme de manière générale. Donc, j'ai fait part de certaines préférences sectorielles et géographiques. Mais au final, en fait, j'ai été un petit peu comme nommée à un secteur et une région que je n'avais pas choisie au départ, mais qui reste quand même super Ouais. intéressante. Et est-ce que tu peux peut-être nous dire brièvement du coup ce que tu faisais avant ça et un peu quel a été le fil de la réflexion qui t'a conduite à candidater en organisation internationale? Bien sûr. Alors, moi, pour tout vous dire, donc du coup, j'ai 27 ans. J'ai eu mon diplôme de Sciences Po en 2018. Et donc, en fait, j'avais déjà commencé à travailler en parallèle de mon master euh, ouais, en 2014-2015. Et j'avais commencé au sein d'une banque d'affaires, dans le secteur privé, mais avec une composante publique, puisque c'était une entreprise qui faisait ce qu'on appelle du conseil souverain. Donc, c'est du conseil à des entités publiques ou en lien avec des thématiques de financement public. Et en fait, cette première expérience-là, qui était un peu au croisement des deux chemins entre le secteur privé, parce que moi-même, j'étais dans une entreprise privée, mais sur des thématiques publiques, me mettait dans une chaise au moment des tables de négociation et de discussion, qui avait un petit peu une vision de ce que voulait une contrepartie, donc un gouvernement, un ministère, me mettait aussi un peu face à des investisseurs ou des différents types de parties prenantes. Et du coup, j'avais un petit peu des échos de différents types d'interlocuteurs. Et en fait, le fil rouge de mes différentes expériences professionnelles, c'est que en fait, je suis en train de faire le tour de table de toutes ces parties prenantes. Donc, j'ai été du côté de l'intermédiaire. Donc, pour Fanny, c'était du consulting. Moi, c'est du conseil, plus on va être dans de l'intermédiation.
Ensuite, je suis passée du côté bailleur de fonds. Donc, j'ai eu un petit passage par l'Agence française de développement, qui est en fait on va dire le bras armé, entre guillemets, de la politique française de financement du développement à l'étranger. Mais donc, c'est un bailleur bilatéral représentant un seul État. Et là, je suis en train de passer de l'autre côté de la table, c'est-à-dire celui du bailleur multilatéral. Et donc, toujours le fil rouge, c'est de voir un petit peu ce qui se passe des différents côtés. Très clair, merci beaucoup. Alors, il commence à y avoir des questions et j'incite tous les participants à ne surtout pas hésiter à poser vos questions. C'est pour ça qu'on a ces Career Talks. Alors, la première qu'on nous pose, donc, Ouda, on demande de quel master est-ce que tu es diplômé? Alors, moi, j'ai fait un master, je ne sais pas s'il existe encore sous ce nom. C'est un master qui est entre SIA, donc l'École des affaires internationales, et le département d'économie de Sciences Po, qui s'appelle… Il n'existe plus. Il n'existe plus. Bon, à l'époque, il s'appelait International Economic Policy. Ok. Je ne sais pas si le master existe encore, mais en tout cas, je crois que ce n'est plus le cas du département. Et du coup, Aïcha, alors, on demande également au niveau de la BAD, est-ce qu'il y a des opportunités pour des juristes ou des professionnels du droit? Alors, toi qui nous parlais de Oui. ton expérience dans les fonctions support, peut-être que tu peux aussi développer là-dessus. Non, totalement. Alors ça, c'est quelque chose qui est très important à savoir, c'est qu'il y a des opportunités pour un très, très grand nombre de métiers, en fait. Déjà, parmi les 30 sélectionnés de ma cohorte de YP, il y avait, je crois qu'il y avait trois juristes. De mémoire, oui, c'est ça, ils étaient trois. Il y avait un auditeur, il y avait un spécialiste RH, il y avait une spécialiste sécurité IT. Donc, vraiment, c'est assez large, en fait, comme spectre de recrutement. Donc, vraiment, c'est assez large. Et puis aussi, ça, c'est un autre point aussi très important, c'est qu'au niveau des projets, il y a pas que des financiers, en fait. Donc, moi, par exemple, je fais de la finance, mais il y a aussi, par exemple, ceux qui gèrent les parties environnementales et sociales, ce sont des experts et généralement des anciens ingénieurs INS ou, par exemple, pour les routes, on a des ingénieurs travaux publics. Donc, c'est vraiment assez large, en fait, le spectre de population qu'on peut retrouver au sein de la BAD. Et je pense que c'est la même chose hein, au niveau de la Banque mondiale. Donc, il ne faut pas hésiter hein, pour candidater. Je suis sûre qu'il y aura un poste pour vous. Oui, c'est Alors, ça. D'ailleurs, si je peux, Ariles, faire écho à ce que vient de présenter Fanny. C'est ça. Je suis tout à fait d'accord, dans le sens où on entend souvent un petit peu une idée préconçue sur les organisations internationales qui sont que ce sont des endroits uniquement pour des économistes et des économistes acérés. En fait, il y a vraiment, ce sont des mini-écosystèmes. Il y a autant de professions que de types de profils. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à se renseigner sur ce que font vraiment ces institutions, quelle est leur nature et surtout le type de débouché qu'on peut avoir. Et donc, ne pas hésiter à postuler, même si on pense qu'on a plus un profil, par exemple, d'IT ou qu'on est plus intéressé par des thématiques de sécurité, vraiment de sûreté physique. Il y a toujours des positions un peu partout. alors, je vois que c'est bien parce que ces deux questions ont un peu permis d'ouvrir le bal. Alors, Véronique Jaffreau, qui je crois travaille à PSIA, nous précise que le Master en International Economic Policy existe toujours et qu'il attire chaque année de plus en plus d'étudiants. Donc, tu seras ravi de l'apprendre. Ouda. Alors, on va prendre plusieurs questions en même temps. Alors là, on a deux questions sur la BAD. Euh, donc, on nous demande, est-ce que la BAD travaille avec les autorités? Je ne sais pas ce qu'il a entendu par les autorités, mais je suppose que ce sont les pouvoirs publics. Et ensuite, on te demande de façon un peu plus personnelle, Aïcha, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi la BAD par rapport à d'autres types d'organisations? Alors, pour la première question, la réponse est oui. Et c'est au-delà du fait que la BAD travaille avec les autorités, déjà, ce sont les gouvernements en fait, qui sont dans le capital de la BAD. Donc, comme je vous ai dit dans la présentation, c'est 60% du capital de la BAD est détenu par les 54 pays africains. De un, et de deux, en fait, 90% en fait, des prêts qu'on fait au niveau de la BAD sont faits au gouvernement africain, j'entends, évidemment. Donc, oui, en fait, c'est nos premiers interlocuteurs. On a des bureaux pays dans les 54 pays africains et on a vraiment des rapports privilégiés avec chacun de ces gouvernements. Donc, c'est oui. Et pour la deuxième question, pourquoi la BAD?
parce que c'est la Banque africaine de développement. Et comme je le disais, je voulais rentrer vraiment en Afrique et je voulais avoir un impact sur le continent. Et je trouvais que la BAD était l'organisme international, en tout cas si je voulais travailler pour un organisme international, qui était le plus, comment dire, le plus à même de me donner cette expérience-là. Même si aussi, il y a l'AFC et la Banque mondiale qui est aussi une très, très bonne organisation internationale. Hein. Mais le problème avec la Banque mondiale, et je pense que Ouda, on peut parler de ça, c'est que je ne voulais pas me retrouver à Washington ou je ne sais dans quel autre pays qui ne soit pas en Afrique. Donc, c'est vraiment ça qui me posait problème à l'époque et les offres que je voyais à Dakar, parce qu'ils ont des bureaux effectivement à Dakar et à Abidjan, ne me correspondaient pas forcément. Donc, c'est vraiment là où il y avait un blocage. Voilà. Très clair. Et alors, peut-être une question qu'on va pouvoir vous poser à toutes les deux, parce qu'elle est assez générale. On demande, est-ce que vous pensez que les YPP sont adaptés pour des profils de chercheurs sans PhD? Et on revient un peu peut-être sur ce que tu disais, Ouda, sur le côté économiste, double PhD, déjà professeur. Donc, quel est un peu, en fait, je pense que plus largement, la question, quels sont les profils, et en particulier au niveau des chercheurs? Je peux en parler un petit peu pour le YPP Banque mondiale. Et Aïcha, si tu veux, tu peux compléter. Nous, en tout cas moi, de mon expérience personnelle et pour ma promotion, donc quand on parle de promotion, c'est vraiment penser que le YPP, c'est comme une sorte de concours avec à l'issue un certain nombre d'admis qui formeront la promotion. Pendant la promotion, en fait, il y a énormément de chercheurs. Ça peut être des profils PhD comme des profils non PhD. Généralement, ce sont des promotions qui sont très internationales et donc le diplôme PhD en tant que tel peut prendre des formes très variables. Nous, on nous a toujours, on va dire, la rumeur un peu de couloir, c'est qu'il y a une prime au profil de chercheur. Mais en réalité, lorsqu'on se penche un petit peu plus sur ce qui est recherché, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en réalité, il y a autant de profils qui sont recherchés que de besoins de l'institution. Donc, moi, typiquement, j'ai simplement un master. J'ai peut-être écrit 2 papers qui ne qualifient pas vraiment de papers de recherche au sens vraiment académique du terme. Donc, il faut y aller avec ce que vous pensez, vous, être votre valeur ajoutée, être certain de ce que vous pouvez apporter avec votre profil et surtout ne pas essayer de rentrer dans un modèle préconçu de ce qu'on pourrait être la prime aux chercheurs, la prime aux PhD, parce qu'en fait, ça va faire que desservir votre valeur ajoutée propre, qui est ce que vous pouvez amener avec votre histoire, vos connaissances, etc. Tout à fait. J'abonde sur ce que Ouda vient de dire. Je pense que pour la Banque mondiale, les profils de chercheurs sont plus prisés, en fait, les profils de chercheurs. Mais pour la BAD, en fait, nous, par exemple, pour ma cohorte, ma / promotion, il n'y en avait qu'un seul, en fait, qui était chercheur sur 30. Donc, c'est vraiment pour dire que c'est pas, en tout cas au niveau de la BAD, ce n'est pas un critère primordial, en fait. Très clair. Et alors, plusieurs choses du coup qui arrivent ensuite, notamment sur les possibilités pour les seniors qui souhaitent réorienter leur carrière professionnelle. Est-ce que c'est possible? On nous pose un peu une question analogue en dessous en disant l'âge est-il un critère? Je vois beaucoup de programmes pour les moins de 30 ans et j'en ai 31. Puis-je quand même trouver des opportunités? Donc, quels sont un peu vos ressentis? Et puis, dis-nous aussi, Aïcha, parce que je me promenais en même temps que tu parlais sur le site de la BAD pour regarder un peu ce qui avait été publié sur le YPP. Et la dernière deadline disponible, je crois, était le 30 novembre 2019 pour les potentiels candidats. Donc, comment se tenir informé sur toutes ces choses-là, les deadlines, les critères? Est-ce que tu peux répondre et est-ce que tu as des conseils en particulier? Alors, je vais commencer par la dernière question. Donc, oui, il y a eu beaucoup de retard. Donc, effectivement, la promotion qui a postulé en novembre 2019, c'est celle qui commence maintenant. Donc, mais bon, ça, c'est surtout aussi dû au Covid. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment accusé ce retard. Après, pour être tout à fait transparente avec vous, hein, il faut mettre déjà comment dire, vous savez, sur le site Internet, là, il y a des alertes, voilà, un système d'alerte pour recevoir les offres. Ça, c'est primordial, de un. Et de deux, pour le programme de YP,
Je pense, mais je ne suis pas sûre, mais je pense qu'ils vont faire comme ils ont fait des années précédentes, à savoir, il n'y aura pas de nouveau programme qui va être lancé avant 2 ans. Donc là, ils commencent à peine, là, ils vont commencer, la nouvelle cohorte commence en janvier 2022. Donc, je pense qu'ils ne vont pas lancer de nouvelles candidatures avant janvier 2024, ou en tout cas fin 2023. Donc, voilà, ça c'est pour la BAD. Je sais que pour la Banque mondiale, et je pense que Ouda va confirmer ce que je suis en train de dire, je pense que c'est tous les ans, il me semble. Oui, complètement. Pour la Banque mondiale, le début du processus de recrutement commence généralement l'été. Et normalement, les réponses finales sont données en février. Mais comme l'a dit Aïcha, pareil, à cause du Covid, le délai a été vraiment multiplié par 2. Donc, bon, moi, par exemple, pour ma promotion, ça a pris 1 an et 2 mois. Mais normalement, c'est beaucoup plus court. Mais voilà, il faut vraiment se renseigner sur les dates directement sur les sites web. Et il faut savoir que ce sont des deadlines qui ne sont pas négociables. Donc, si vous ratez malheureusement le coche, c'est raté. Oui. Il faut avoir 32 ans. Là, c'est pour faire écho à la question, à une des questions. Il faut avoir 32 ans, en tout cas pour la BAD, le programme YP. Il faut avoir 32 ans maximum au moment de postuler, en fait. Donc, après, s'il y a des retards dans le processus, ça, c'est autre chose, hein. Moi, je sais que ma promo, on a commencé, il y en avait qui venaient de fêter leurs 33 ans, par exemple. Donc, après, ça, ce n'est pas un problème. Mais il faut avoir 32 ans maximum. Ça, c'est pour le programme YP. Après, pour être consultant ou pour être un staff normal, ça, évidemment, c'est tout âge, hein. Ouais, mais ça, c'est un peu, c'est aussi ce que disait Ouda, je crois, dans les messages. Et il faut revenir au slide que Aïcha nous avait partagé au départ. Les YPP ne sont pas les seules voies d'accès et il y a d'autres types d'opportunités, que ce soit à la fois sur des critères d'âge, mais peut-être aussi à la personne qui parlait d'une potentielle reconversion. Peut-être que justement, en fonction, je ne sais pas, le secteur ou les postes qu'elle occupait avant, mais peut-être qu'il y a lieu de capitaliser sur son expertise pour essayer de regarder ce qui peut exister en termes de consultance ou de besoin d'expertise sur des projets donnés, ça peut aussi être une façon peut-être de rentrer dans le sujet. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions de la part du public, s'il y en a qui arrivent. Alors, est-ce que la BAD et ou la Banque mondiale répondent au même principe que les cabinets de conseil du type Up or Out, Grow or Go, ou bien ont-elles leur propre dynamique? Je vous laisse répondre. Alors, je vais peut-être commencer. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, c'est assez particulier. Alors, je vais parler de la BAD. À la BAD, il n'y a pas de système de promotion. Donc, à savoir, si on veut changer de poste, il faut postuler en fait à un nouveau poste. Donc, on ne peut pas être promu parce que justement, on a démontré une excellence dans son travail. Donc, ça, c'est quand même très différent des cabinets de conseil dans ce sens-là. Parce qu'en fait, le système finalement de progression est, on va dire, je ne sais pas s'il est forcément plus compliqué, parce qu'à la fin de la journée, s'il y a un poste d'un grade supérieur qui s'ouvre dans ton département, il y a quand même de fortes chances, si toi tu as démontré quand même, enfin, tu as démontré un travail de bonne qualité ou de très bonne qualité, il y a de fortes chances en fait que tu sois pris à ce poste-là. Donc, c'est pas de la promotion directe, mais au final, voilà, tu peux changer de grade comme cela. Le seul problème, c'est qu'il faut que le poste s'ouvre. Et c'est là où peut-être c'est un peu plus compliqué par rapport aux cabinets de conseil où, en fait, la manière dont les cabinets de conseil sont faits et le fait qu'il y ait 30% de mémoire à l'époque chez Price de turnover fait qu'en fait, il y aura toujours de la place en fait pour, pour changer de grade, etc. Alors qu'en banque de développement, c'est moins évident parce que les gens ont tendance à rester à leur poste et tout ça. Donc, c'est moins évident de changer de grade et de progresser. Très Peut-être pour clair. ajouter un élément. Pardon. Vas-y, Ouda. Peut-être pour ajouter un élément par rapport à ça. Tout d'abord, c'est très violent les up or out, go or go. Non, mais pour compléter ce qu'a dit Aïcha, il y a aussi un élément à garder en tête, en tout cas pour la Banque mondiale, c'est que la hiérarchie
est à la fois très présente, puisque l'idée, à la fin, ce sont des banques de développement où il faut valider un financement. Et le chemin que cette validation prend est très hiérarchique. Mais paradoxalement, dans la progression d'une carrière, il faut savoir que du fait de préférences, de changements, quelqu'un qui, par exemple, hier était votre patron, peut changer de travail au bout de 5 ans, se retrouver dans une position hiérarchique qui, en fait, demain, si vous aussi vous changez de poste, ben, quelque part, vous pouvez vous retrouver devenir le patron de quelqu'un qui était votre patron avant. Donc, en fait, il y a des systèmes de rotation qui se font, bien sûr à partir d'un certain niveau, mais il ne va pas y avoir cette organisation pyramidale hyper rigide comme on peut la connaître dans des cabinets de conseil où il faut avoir coché la case de ces 2 ans en tant que junior, ensuite 2 ans en tant qu'analyste, etc. Et c'est pour ça que sur un plus long terme, il faut faire aussi très attention à ces relations professionnelles, à la manière dont on évolue, parce que nous, une phrase qu'on nous répète très souvent, c'est voilà, il faut se dire que quelqu'un qui est très junior aujourd'hui peut demain être votre patron. Et donc, il y a vraiment cette dynamique-là de rotation professionnelle qui permet beaucoup, beaucoup de choses. Très clair. Alors, je ne sais pas s'il y a encore des questions du public. Je pense que du point de vue de la modération, on en a déjà peut-être pas mal posé. Alors, peut-être en attendant de voir ce qui arrive, une question que j'avais déjà posée à Aïcha, sur laquelle tu as peut-être un peu moins de recul, Ouda, mais malgré tout, je te la pose sur la temporalité, en fait. Dans quelle mesure est-ce qu'aujourd'hui, par rapport au travail que tu faisais avant, peut-être à la FD ou peut-être encore avant en banque, est-ce qu'il y a une différence de temporalité dans les projets, dans la façon dont le temps s'écoule, et de quelle façon est-ce que toi, tu l'as vécu? Euh, Moi, selon ma propre expérience, je ne sais pas si dans la salle, on a des gens qui sont plutôt issus du secteur privé ou qui tendent plutôt vers le secteur privé. Moi, mon expérience dans le secteur privé, c'était que dans le cadre d'une position où on était un intermédiaire, une petite structure qui était à la recherche de clients, en fait, notre temporalité, c'était celle du client, mais c'était aussi celle des impératifs d'une petite entreprise. C'est-à-dire que là où il y avait du business, on allait. Et donc, c'était très soutenu tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dans le cadre d'une banque publique de développement, la temporalité reste quand même toujours celle du client, bien évidemment. Donc, il peut y avoir une cyclicité, un caractère cyclique de l'activité qui fait que, du fait des volontés politiques d'un pays, par exemple, du jour au lendemain, on va avoir une priorité qui est donnée à la lutte contre le changement climatique. Et donc, en fait, tous les projets liés qui ont une composante de lutte contre le changement climatique vont devenir hyper urgents avec des deadlines très, très tendus. Tout comme le temps politique fait que des fois, certains sujets le temps politique et administratif fait que certains sujets vont un petit peu ralentir, on va attendre des retours des ministères en question, etc. Donc, il y a un peu plus cette dimension cyclique, je trouve, et il y a peut-être moins ce côté, on est absolument à la recherche du business, comme était un peu le cas dans mon expérience dans le privé, mais il va y avoir une urgence qui est poussée par d'autres facteurs. Très clair. Merci beaucoup pour ce partage. Je vois qu'on n'a plus forcément de questions dans le public, donc je pense qu'on arrive un petit peu au bout de la conversation. Merci à toutes les deux de vous être libérées du temps. C'est apprécié et appréciable. Merci d'avoir partagé votre expérience avec nous. Je ne sais pas si quelqu'un a un mot de Ouais, clôture. pardon, excusez-moi, est-ce que vous m'entendez? Je vous en prie. Oui, juste une dernière question peut-être. C'est en rapport avec l'expérience terrain, de savoir si d'aller passer du conseil sur le terrain, que ce soit dans des pays émergents plutôt, est-ce que c'est quelque chose de vraiment valorisable et valorisant pour intégrer un Young Graduate, enfin un YPP, ou est-ce que c'est pas forcément une étape clé non plus? Merci. Alors, ça coupait pas mal, mais Alors, si j'ai bien compris, oui. Alors, la question, c'était de savoir, est-ce que le fait d'avoir eu une expérience sur le terrain, notamment sur le continent, est quelque chose de valorisant et valorisable pour les YPP? Alors, je ne sais pas s'il parlait d'Afrique en particulier ou de pays émergents au sens large, mais en Non, gros, émergent au sens large. voilà. Donc, en gros, comment ces expériences terrain peuvent-elles être valorisées?
Alors, en tout cas, en ce qui me concerne, le fait d'avoir eu plusieurs expériences sur le terrain, parce que quand j'étais consultante à Paris, je suis souvent allée sur le terrain en Afrique. Je pense que c'était vraiment un point déterminant, parce que je pense qu'il y a plein de consultants hein, qui ont dû candidater et faire partie des 8000 candidatures à l'époque. Mais je pense que c'est vraiment un des éléments qui a différencié ma candidature. Parce qu'il faut vraiment sortir du lot. Il y a énormément de personnes qui candidatent et il faut sortir du lot d'une manière ou d'une autre. Hein. Et je pense que l'expérience terrain est clairement, en fait, un point décisif pour réussir à sortir du lot. Après, évidemment, c'est pas c'est un élément qui joue. Merci beaucoup pour ton éclaircissement, Aïcha. Je crois que ça a un petit peu coupé, mais je pense que l'essentiel du message est passé. Alors, je ne sais pas s'il y a encore de dernières questions, sinon je pense qu'on va pouvoir conclure. Donc, s'il y a encore des personnes qui, comme Bertrand, ont envie de prendre la parole, vous pouvez le faire soit en prenant le micro, soit en posant une question sur le chat. Je pense que on va pouvoir conclure. Encore une fois, merci à vous d'avoir été là. Merci à Sciences Po Alumni pour leur disponibilité et leur réactivité pour structurer ces événements. Et n'hésitez pas, là je m'adresse au public, à revenir vers nous pour nous donner vos feedbacks. Si jamais il y a des sujets que vous voulez nous voir aborder, des types d'intervenants, des types de carrières, des types de profils que vous aimeriez qu'on puisse inviter dans ces échanges, n'hésitez surtout pas à nous le dire. Merci à tous. Merci beaucoup, Ariles. Merci Sciences Po et à très bientôt peut-être. Okay. Merci à tous. Bonne soirée à tout le monde.